Ordre nouveau qui veut apparaître, la philosophie maçonnique joue-t-elle un rôle? A-t-elle joué un rôle? Joue-t-elle aujourd'hui ou jouera-t-elle un rôle demain? Pour être complet dans les questionnements que nous aurons avec notre invité. Mais un peu d'histoire, né en 1717, j'espère ne pas me tromper. C'était à Londres, en Angleterre. La franc-maçonnerie a répandu dans le monde des valeurs telles la liberté de conscience, la laïcité, l'humanisme ou le nationalisme et le dialogue. En Guyane, ses origines, dont telles qu'elles ont été décrites beaucoup plus largement lundi dernier dans une conférence organisée par la Grande Loge du Grand, par le Grand Orient de France, excusez-moi. En Guyane, donc je vous disais, ses origines remontent au XVIIIe siècle, où la loge, qui s'appelait à l'époque la Parfaite Union, était en 1848 active à Cayenne. Des figures maçonniques guyanaises célèbres, pourtant qu'elles puissent se faire reconnaître, parce que ce n'est pas forcément le cas de tous et de tous. Donc des figures célèbres se sont illustrées au service de l'État. On va en citer deux, connus de tous, Félix Éboué et Gaston Monerville. Mais quelle place occupe aujourd'hui ce réseau, longtemps considéré comme secret, voire sectaire, engendrant d'ailleurs les théories complotistes les plus folles? Comment réagissent les maçons d'aujourd'hui aux folies du monde actuel d'aujourd'hui et de demain? Quel rôle et quelle importance jouent les multiples obédiences guyanaises? On va essayer de... On va pas toutes les donner, mais enfin, je sais qu'elles sont nombreuses. Nous recevons, pour nous répondre à toutes ces questions, Pierre Bertinotti. Nous sommes très honorés de l'avoir. Pierre Bertinotti, le grand maître du Grand Orient de France, en tournée donc en Guyane. Bonjour. Bonjour Jean-Paul Lepelletier. Alors, vous êtes venu participer, entre autres, à une conférence sur l'histoire de la franc-maçonnerie en Guyane. Mais en fait, quel est l'objectif de ce voyage? Est-ce que c'est casser ce mythe persistant d'une franc-maçonnerie secrète? Est-ce que c'est ouvrir vos portes à plus de Guyanaises et de Guyanais? Cherchez-vous des adhérents ou faire passer un message? Écoutez, le but de tous mes déplacements, c'est de mieux faire connaître le Grand Orient de France. Le Grand Orient de France, effectivement, est la principale obédience maçonnique qui est fondée sur la défense des libertés individuelles et collectives, des libertés publiques, et qui souhaite la promotion de l'homme émancipé. De l'homme émancipé, c'est-à-dire qui n'est soumis à aucun dogme, d'aucun dogme religieux en particulier, et il peut choisir librement son destin. Et c'est vrai, et vous l'avez rappelé dans votre introduction, la franc-maçonnerie, le Grand Orient de France, fait régulièrement l'objet de vidéos complotistes, c'est les francs-maçons qui dirigent le monde, méfiez-vous, méfiez-vous. Je veux dire à nos auditeurs et à tous ceux qui nous regardent, nous n'avons rien à cacher. Nous n'avons rien à cacher. La preuve, je suis ici devant vous et pour mieux faire connaître donc le Grand Orient de France. On n'a rien à cacher parce que d'abord, les livres sont très nombreux sur le sujet. Il y a également des émissions comme la vôtre qui permettent de faire connaître la franc-maçonnerie. Il y a également des vidéos. Il y a aussi sur Internet, il n'y a pas que des vidéos complotistes. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi il y a quand même ce fond? Eh bien, parce que nous avons, et vous l'avez rappelé, 3 siècles d'existence. Et dans ces 3 siècles d'existence, il y a eu des périodes sombres. La Révolution française, la franc-maçonnerie était interdite, et puis plus récemment, la période de Vichy, où on a eu des frères, des sœurs qui n'ont pas pu continuer à exercer leur activité de franc-maçon, qui ont été arrêtés, qui ont été déportés. Donc, c'est vrai que la discrétion s'est imposée pour des motifs tout à fait légitimes de protection de la vie professionnelle, de protection de la vie familiale. Mais ceux qui souhaitent faire connaître leur appartenance à la franc-maçonnerie, il n'y a aucun problème. Le seul engagement que l'on prend, c'est de ne pas dévoiler, lorsqu'on est franc-maçon, de ne pas dévoiler qui est franc-maçon. Et donc, aujourd'hui, ce qui m'apparaît très important, c'est de montrer combien la franc-maçonnerie et ses valeurs, que tout de suite je résume en 2 mots, humanisme et universalisme, combien la franc-maçonnerie du Grand Orient de France en particulier est utile dans la société actuelle, fragmentée. Vous avez fait référence à la situation internationale, on va y revenir. Eh bien, nous, par nos valeurs humanistes et universalistes, on précisera par la suite, eh bien, ce sont ces valeurs-là qu'il faut mettre en œuvre aujourd'hui. Ce sont ces valeurs-là qui sont
fondamentalement contestée. Et l'objet de cette émission, ça sera de montrer comment la franc-maçonnerie peut apporter un bien-être au monde. Alors, moi, je vais essayer de vous faire une contradiction, parce qu'il faut bien des contradicteurs pour pouvoir faire éclairer, pour éclairer, mais ça, c'est votre langage, ça, pour éclairer un petit peu nos auditeurs et téléspectateurs. Mais je voudrais qu'on relocalise un petit peu ce que vous avez dit. Euh, alors, donc, contrairement aux idées préconçues, la franc-maçonnerie n'est pas une société secrète. Je confirme. Bien. Par contre, vous avez dit quelque chose qui est le franc-maçon peut s'autoriser, peut faire savoir qu'il est franc-maçon, mais ne peut pas divulguer l'identité des autres avec qui il siège ou il Tout à fait. participe. Mm. Voilà. Ça témoigne quand même d'une volonté de garder plus ou moins secret une appartenance maçonnique. Alors, la raison, c'est celle que je vais vous donner, c'est la nécessité de se protéger professionnellement et familialement parce que, malheureusement, eh bien, régulièrement, nous avons nos temples qui sont tagués, nous avons des menaces, j'ai quelques exemples là dans la période qui a précédé Noël. Il y a des menaces et donc, eh bien, je dirais, malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, on doit se protéger. Et c'est la seule finalité, hein, c'est la seule finalité. Mais on viendra certainement tout à l'heure sur qu'est-ce que c'est qu'être franc-maçon et qu'est-ce que ça signifie un parcours initiatique. Ne vous inquiétez pas, les questions sont prévues. Les questions sont prévues, ne les faites pas à l'avance, mais il n'y a aucun souci. Je voudrais revenir un petit peu également sur cette... Bon, vous avez insisté, le Grand Orient est effectivement la loge maçonnique la plus importante. Oui, oui. Hein. Exactement. Elle se mesure au nombre, ça se mesure Voilà, au nombre de alors, personnes qui y participent. Voilà, il faut... Et le positionnement en Guyane, après. Alors, le Grand Orient de France est la principale obédience maçonnique Mhm. qui ne demande pas à ses membres de croire en Dieu, de croire en une force supérieure. Il n'y a pas de dogme, ce que je disais au début. Et c'était la principale obédience maçonnique qui met en avant la liberté individuelle et la prise en main de son destin. D'accord. Et par rapport, alors vous dites, par rapport à qui? Par rapport à ce qu'on appelle, dans notre jargon, la franc-maçonnerie régulière, qui est une franc-maçonnerie anglo-saxonne. Il y a deux différences fondamentales avec la franc-maçonnerie dite régulière. C'est, un, la croyance en Dieu, et deuxièmement, ils n'interviennent pas dans la vie de la cité. Ils n'interviennent pas dans la vie de la cité. Ils peuvent le faire, mais sous forme, on va dire, d'œuvres caritatives. Ils n'interviennent pas dans le débat politique. D'accord. Le Grand Orient de France, il intervient dans le débat politique. Nous sommes donc 56 000, globalement, 56 000 frères et sœurs. Comptez qu'il y a à peu près 8 000 sœurs, donc environ 14%, qui sont des sœurs. Le Grand Orient de France initie des femmes depuis 2010. Alors, vous allez me poser la question, et en Guyane? Oui. Guyane, alors, une autre information nationale, le Grand Orient de France, c'est une fédération de loges, qu'on appelle la loge, c'est l'unité de base, c'est l'atelier. Il y a 1400 loges au Grand Orient de France, dont une centaine à l'étranger. Si on vient à la Guyane, il y a à peu près 200 frères et sœurs, et il y a 6 loges en Guyane. D'accord, voilà. Et bon, mais derrière, il y en a d'autres, hein, évidemment. Alors, il y a d'autres obédiences. Il y a d'autres obédiences, la Grande Loge de France, la Fédération française du droit humain, pour citer les principales, qui ont également quelques loges en Guyane. Mais en Guyane, ça reste quand même le Grand Orient de France qui a le plus d'adhérents. D'accord. Alors maintenant, pour effectivement vous poser les questions que vous avez déjà posées à l'avance, donc grosso modo, qu'est-ce qui caractérise donc ce que j'ai appelé la philosophie maçonnique, si tant est que ce mot soit accepté Oui, chez vous. Oui, je prends le mot. Chez vous, parce que chez d'autres, il l'est moins. Voilà, on peut parler de la philosophie du Grand Orient de France en faisant référence à la philosophie des Lumières, le siècle des Lumières du XVIIIe siècle. Alors, je disais en introduction, humanisme et universalisme, ce sont les deux valeurs qui encadrent nos principes et nos actions. Je veux quand même donner rapidement une définition pour qu'on soit au clair dans notre échange. Humanisme, ça veut dire mettre l'humain au centre de nos décisions, au centre de nos réflexions. L'humain est la valeur fondamentale. Deuxièmement,
universalisme. Universalisme, je le résumerai de manière très simple en disant c'est l'égalité de chacun avec son voisin. On va dire chaque être humain est unique, mais il est l'égal de son voisin. Mhm. C'est ça, l'universalisme, fondamentalement, est une valeur qui promeut l'égalité. Ces valeurs, pour les mettre en œuvre, nous avons des principes. Et là encore, je veux les énoncer parce que ça fixe bien les idées. Premier principe, respect de l'autre et de soi-même. Oui. Deuxième principe, tolérance mutuelle. Mutuelle est important. Mhm. Et troisième principe, très important, liberté absolue de conscience. D'accord. Valeur, principe, méthode. Et la méthode, c'est sûrement ce qui nous différencie le plus de toutes les autres organisations. J'en profite pour dire tout de suite, nous ne sommes pas un parti politique, nous ne sommes pas un syndicat, nous ne sommes pas une association qui défend une cause. Mhm. Nous sommes une association maçonnique, philosophique, composée d'initiés, on reviendra. Alors la méthode, la méthode, fondamentalement, elle repose sur l'écoute de l'autre. L'écoute de l'autre. Ça veut dire on s'enrichit de la parole de l'autre. Je donne un exemple concret. Lorsqu'on est initié, on est apprenti. Eh bien, vous savez, le seul droit de l'apprenti, pendant 2 ans, voire 3 ans, c'est de se taire. Il ne dit rien. Ça serait pas mal en politique, ça. Par exemple, Bon, dans la vie on y profane, reviendra. on y reviendra. Excusez-moi. On y reviendra. Lui, il se tait. S'il se tait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il écoute et qu'il observe ce qui se passe dans l'atelier. Il faut s'interroger là-dessus. Vous avez des frères et des sœurs qui se déplacent 2 fois par mois pour une réunion de 3 heures, on appelle ça une tenue, pendant laquelle ils ne parlent pas. Alors en fait, ils parlent avec quelqu'un, ils parlent avec soi-même, ils Mhm. parlent avec... Et donc c'est ce travail intérieur que D'où vient fait... cet que fait- apprentissage singulier et propre donc au Grand Orient? Eh bien, c'est justement cette transformation de l'humain, de l'être humain, qui, comme on dit dans notre langage, lorsqu'on arrive, on est la pierre brute. Mhm. Et cette pierre brute, eh bien, il faut la polir. Il faut faire cette transformation intérieure où il faut un certain temps, 2 ans, 3 ans, pour déjà voir comment cette méthode s'applique, quelles sont nos valeurs et surtout voir concrètement comment elles s'appliquent. Mhm. Donc c'est là où on se différencie d'un syndicat, d'un parti politique, où nous ne sommes pas des militants. On fait d'abord, et ça c'est vraiment très important, on fait d'abord un travail sur soi-même. Et comment devient-on franc-maçon? Par cooptation, par... Alors apparemment, c'est tout un parcours, hein, et c'est pas facile. Exactement. C'est pas facile de devenir franc-maçon. Et je dirais, vous l'avez employé le mot dans votre introduction, parfois on a l'image d'une secte. Mais c'est tout l'inverse. Comme vous le savez, pour entrer dans une secte, c'est facile. Mais pour en sortir, c'est très assez difficile. Je dirais, en plaisantant un peu, franc-maçon, au Grand Orient de France, c'est l'inverse. Pour y rentrer, il y a... Alors comment ça se passe? Là, le plus souvent, un ami vous tape sur l'épaule et dit tu n'as jamais pensé à rentrer en maçonnerie. Et à ce moment-là commence une période d'enquête. Vous avez 3 frères qui vont venir vous voir et vous interroger sur qui vous êtes, quelles sont vos opinions politiques, syndicales, quelle est votre philosophie de vie sur des grandes questions sociétales. Bon. Et ensuite, eh bien, vous passez... Vous avez entendu parler du fameux passage sous le bandeau. Ben, allez-y. Le fameux passage sous le bandeau. Alors, vous allez dire, là encore... On vous met vraiment un bandeau sur les yeux? Exactement. Ah, d'accord. Exactement. Bon, Alors, voilà. mais pourquoi? Pourquoi un bandeau sous les yeux? Eh bien, pour se protéger. Parce que si jamais vous Oui, n'êtes pas pris... comme vous l'avez expliqué la voilà, première fois. voilà, pour se protéger soi-même d'abord, le candidat, hein, parce qu'avec Oui, le tout à bandeau, fait, on ne voit pas, et aussi pour protéger les frères et les sœurs qui sont sur les Qui colonnes. assistent. C'est toujours la même idée. Et donc là, il y a une petite interrogation, il y a la lecture des rapports des enquêtes, et puis il y a le vote. Vous avez entendu parler, et oui, il y a un vote, et vous avez des boules entendu noires et parler des boules des boules blanches et des boules noires. Voilà, tout le oui, monde, expliquez-les encore. tout le monde a entendu parler. Tout le monde a Voilà, entendu donc parler. tout le monde parlait Peut-être pas sûr. Allez-y. des boules C'est blanches, passionnant, c'est passionnant. des boules blanches et des boules noires. Eh bien, le vote est secret. Une fois
Une fois l'interrogation du profane terminée, on procède à un vote. Et il faut, pour être reçu, il ne faut pas que le nombre de boules noires soit supérieur au quart du total des boules. Voilà. Voilà, attendez, Voilà. on reprend parce que En gros, il faut une majorité qualifiée de 75%. Il faut Voilà. 75% des membres de la loge qui disent OK, on est prêt à recevoir madame ou monsieur. C'est ça, exactement. Voilà. Ah oui, Donc, oui, d'accord. Et donc, disons qu'il y a un filtre. Alors, il y a un filtre, oui, parce que c'est pas n'importe quelle association. Bien sûr, il faut d'abord voir si le profane est apte à faire un peu ce travail sur lui-même. C'est pour ça que vous avez souvent des gens, des profanes vous nous appelez profanes. Oui, ils sont devant le temple, profanum, quoi. Hein, ils sont devant le temple. Voilà, non, mais c'est les seuls qui peuvent penser, voilà, mais sinon les profanes, c'est des saints. Alors. Vous avez non, mais par contre, non, mais vous avez raison, on parlait de saint, donc il y a le sacré. Effectivement, quand on rentre dans le temple, c'est un moment sacré. D'ailleurs, nous avons un rituel. Nous avons un rituel pour justement marquer la rupture entre l'activité de tous les jours et puis cette activité un peu particulière que nous menons dans la loge. Donc ça, c'est la cooptation parce que c'est le recrutement traditionnel. Mais depuis quelques années, nous avons développé les candidatures spontanées. Candidatures spontanées, c'est-à-dire que sur le portail du Grand Orient de France, vous pouvez cliquer « Je suis candidat », il y a une procédure. D'accord, ça c'est une nouveauté, alors ça c'est pas connu de tous et de toutes. Hein. Exactement, donc ça c'est très intéressant parce que ça nous permet, comme on dit, de toucher une classe d'âge un peu plus jeune. Parce que la cooptation, par définition, elle se fait, elle est générationnelle. Par lien naturel de génération en génération. Voilà. Ouais, et donc, hélas, nous prenons 1 an chaque année. Et donc, la tendance, évidemment, est au vieillissement. Et c'est vrai que quand on a quitté la vie active, eh bien, la cooptation est un peu compliquée. Donc, là, les candidatures spontanées, c'est très intéressant de regarder, par exemple, pour un chiffre juste, à la fin octobre 2025, le nombre de candidats spontanés était de 70% supérieur au nombre à la fin octobre 2024. Et donc, à la fin déjà, qui était à cette époque de 50% supérieur par rapport à la fin octobre 2023. Ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est qu'aujourd'hui, le nombre d'initiations provenant des candidatures spontanées représente un quart, quasi un cinquième, un quart, 20%, 25%. Et ça, c'est très important pour nous parce que, évidemment, les candidatures spontanées sont plus jeunes. Donc, ça permet un rajeunissement, être davantage en phase avec la société. Et quelle est la part ce sont des sociétés, des sociétés, je ne sais pas trop comment les appeler, des assemblées qui sont mixtes aujourd'hui partout. Alors, l'assemblée en question s'appelle une tenue. La tenue. Voilà. La loge, c'est l'atelier de base. Okay. Le Grand Orient, c'est une obédience, fédération des 1400 loges. Et une tenue. Voilà, une tenue, c'est là, ça s'appelle, notre réunion s'appelle comme ça. Alors, la mixité, la fameuse mixité, qui a soulevé de nombreux débats au sein de l'obédience, mais bon, depuis 2010, les loges, alors ça c'est très important aussi, les loges sont libres d'initier ou non des femmes. Aujourd'hui, au Grand Orient de France, 60% des loges initient des femmes. Bien entendu, lorsque des sœurs se présentent à la porte du temple, elles participent aux tenues. Mais voilà, il faut un peu de temps. Et j'observe d'ailleurs qu'ici, en Guyane, seule une loge sur 6 initie les femmes. Et mixte, voilà. Donc, mais je ne peux qu'encourager, mais chaque loge est libre. Votre pensée personnelle serait d'aller... Oui, en 2026. Exactement. Et d'autre part, on sent qu'un certain nombre de femmes sont intéressées par la maçonnerie. Alors, je ne vais pas vous donner des chiffres, mais en tous les cas, le pourcentage de sœurs au sein de l'obédience est croissant chaque année. Le pourcentage augmente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on recrute, entre guillemets, davantage de sœurs que de frères. Et ça me semble aussi un phénomène intéressant, sociologiquement sûrement, à interroger. Voilà, c'est bien d'avoir toutes ces informations de ce qu'on a pensé être une société secrète, mais qui tient ne plus l'être ou qui ne l'a jamais été. Voilà. Qui ne l'a jamais été, un peu quand même. C'est beaucoup dans les fantasmes. C'est dur de s'en défaire. Alors, cette image-là colle et nous colle à la peau.
ça continuera, mais votre émission permet de mettre les choses au clair. Bah, tant mieux pour tous nos auditeurs et téléspectateurs. Et je dirais d'ailleurs, je vais en prendre un exceptionnellement parce qu'il a appelé juste, ça fait un petit moment, je vais le prendre, on va devoir mettre le casque. Mais je dirais à nos téléspectateurs et à nos auditeurs que le standard sera ouvert comme d'habitude, tout de suite après la page publicitaire de midi. Bah, allez, il y en a un, alors c'est qui? C'est Monsieur Compère, c'est Monsieur Compère. Je vais vous demander de mettre le casque, et c'est Monsieur Compère en plus, donc ne serait-ce que par respect. Monsieur Compère, oui, nous vous prenons au téléphone. Bonjour. Bonjour, monsieur le pâtissier. Bonjour, monsieur le grand maître du Grand Orient de France. Bonjour. Monsieur le grand maître du Grand Orient de France, au seuil de cet an neuf, je voudrais que l'année 2026 présente à toute votre famille et à votre obédience son visage le plus souriant. Merci beaucoup. Et je vous renvoie l'appareil et j'espère que pour vous, le meilleur sera en 2026. J'agrée. Deuxièmement, je voudrais vous poser une question toute simple. Est-ce que sur vos colonnes, on retrouve des membres du Front National? Cela étant dit, je vous en sais gré de votre bienveillante et attentive écoute. Merci, monsieur Compère, de cette question très directe et très pertinente dans l'impact actuel et qui nous permettra d'ailleurs de faire une transition pour la deuxième partie. Je vous en prie, répondez. Alors, je réponds à cette question qui m'a été à peu près dans les mêmes termes posée sur France Inter, dans une émission du même type, puisque c'était la grande matinale de France Inter. Ah oui. Et ma réponse a été très claire. Non, c'est pas possible. Non. Non, on ne peut pas être au Rassemblement national et membre du Grand Orient de France. Alors, je vais expliciter. Oui, ça mérite quelques explications. Voilà. Je disais que dans les enquêtes, on interrogeait donc le candidat sur ses opinions politiques, syndicales et philosophiques. Et premier point. Deuxième point, nous avons dans notre règlement général, très clairement écrit, on ne peut pas être membre d'une association qui prône le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie dans une association de ce type et au Grand Orient de France. Bon. Alors, vous voyez déjà que le Rassemblement national, ex-Front national, était en lien avec ces notions. Mais aujourd'hui, certains pourraient me dire, mais écoutez, monsieur, dans les statuts du RN, les mots que vous venez de prononcer n'y figurent pas. Donc, ce qu'il faut prendre en compte, c'est ce qui est dans le débat public aujourd'hui, la notion de préférence nationale. Et là la réponse est très claire. La préférence nationale, c'est une vision de la société qui est clairement contraire à nos valeurs humanistes et universalistes. D'accord. Parce que la préférence nationale, en fait, ça revient, c'est une dégradation de l'altérité. C'est un rapport à l'autre qui est dégradé et en fin de compte, la préférence nationale revient à rejeter l'étranger, revient à exclure. Je vous interromps parce que nous sommes obligés d'interrompre l'émission pour des raisons mercantiles mais essentielles. Notre page de publicité, nos annonceurs donc, qui nous soutiennent dans cette radio privée et télé privée. Donc dans 5 minutes, on reprendra tout à fait sur ce thème tout de suite après, mais aussi avec nos auditeurs et téléspectateurs. À tout de suite. Rebonjour à toutes et à tous et bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent dans ce grand forum sur lequel on échange avec un homme important. Imaginez pas, vous voyez Pierre Bertinotti avec nous aujourd'hui, avec son costume et sa cravate, mais c'est un homme important dans la société française et donc guyanaise, puisque c'est le grand maître du Grand Orient de France, la principale obédience maçonnique française et guyanaise. On l'a appris grâce à la clarté des réponses aux questions qui lui ont été posées. Maintenant, c'est à vous de lui poser vos questions au téléphone en appelant au 05 94 36 36 06. Mais on va tout de suite poursuivre sur cette première question qui avait été posée par un de nos auditeurs. Voici la position donc, du Grand Orient par rapport au Rassemblement national. Vous avez été clair et les raisons que vous avez données sont d'un double ordre. Le premier ordre, l'origine, on peut parler ainsi, donc avec une connotation sur le racisme,
sur l'exclusion, l'ostracisme, donc dans ce qui serait, à vos yeux, la philosophie du Rassemblement national. Je vais me permettre d'y revenir tout à l'heure. Puis le deuxième, vous avez abordé aussi l'autre aspect des choses, qui est en fait la préférence nationale, donc qui figure dans les politiques soumises par, pas que le Rassemblement national aujourd'hui, c'est bien ce qui m'amène à vous en parler. Mais venons-en à la première partie, Pierre Bertinotti. Bon, on vous entend, vous êtes clair, hein, donc si au travers de l'enquête, ce que vous l'avez dit, l'enquête qui est faite sur le candidat ou la personne, donc il s'avère qu'elle a des liens avec le Rassemblement national, c'est pas, même pas la peine qu'elle se présente aux boules blanches et noires, elles sont toutes noires. Elle risque d'être toute noire, oui. D'accord. Mais alors, vous risquez d'avoir de moins en moins je ne sais pas comment les appeler, des adhérents d'initiés. La Alors, France s'apprête en 2027 à élire un ou une, on verra selon la justice, président de la République du Rassemblement national. alors, laissons d'abord les électeurs faire leur choix dans 18 mois, en 2027. En fait, il faut se placer sur le terrain philosophique. Il faut se placer sur le terrain philosophique et vraiment la conception que nous avons de l'humain. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur l'humanisme et l'universalisme. Et cette idée de mettre l'être humain au centre des décisions et considérer que cet être humain est l'égal de son voisin, on comprend tout de suite que toute notion de racisme, d'antisémitisme, de xénophobie est tout simplement contraire à nos valeurs. Je dirais, Elle semble l'être, excusez-moi de vous interrompre, hein, mais elle semble l'être aujourd'hui aussi, quand on entend encore, hier, lors des vœux de Jordan Bardella, le candidat putatif à l'élection présidentielle 2027, si Marine Le Pen ne veut pas se présenter, dire, nous, rien de tout ça. D'ailleurs, chez nous, il n'y a que chez nous qu'on fasse le tri, et que si jamais il y en a on les exclut. Alors, on ne va pas faire ici un débat politique. Non. On ne va pas faire ici un débat pas politique. Non, non, c'est très important parce que justement, nous ne sommes pas un parti politique. D'accord. Nous ne sommes pas un parti politique, nous ne sommes pas un syndicat, nous ne sommes pas même une association qui défend une cause. Nous sommes au niveau philosophique, au niveau de la conception de la place de l'homme dans la société. C'est une vision avec l'universalisme, c'est une conception de la société. Je veux dire, si d'autres ont une autre conception, j'allais dire, ils la défendent, mais nous constituons nous rassemblons des frères et des sœurs qui partageons les mêmes valeurs. Et on sent bien que si on devait accepter ceux qui ne partagent pas ces valeurs, ils seraient tout simplement mal chez nous. Et ça peut arriver d'ailleurs qu'il y ait des recrutements qui conduisent à des démissions parce que la personne qui est arrivée n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. Donc c'est pas, nous on n'exclut pas, au contraire, on inclut, et donc je veux dire, on ne va pas imposer, on va chercher évidemment à défendre nos valeurs, à les faire partager par le plus grand nombre, mais que d'autres pensent différemment, voilà. Avec la montée des extrêmes, sans vouloir focaliser sur de la politique politicienne, on parle bien d'une société. Et je ne vous cache pas que cette société inquiète aussi beaucoup en Guyane. Hein, donc, avec la montée des extrêmes, parce que là, on a parlé du Rassemblement national, ex-Front national, de Racine, et autres. Bon, ok, mais à gauche. Alors, là, il y a deux... Effectivement, il y a deux limites. Là, je viens d'en donner une, notamment autour de cette notion de préférence nationale, qui, derrière les modalités, en fait, là encore, j'insiste, c'est un rapport à l'autre qui est différent. Ça revient, la préférence nationale, à exclure l'étranger. C'est pas possible pour nous. Je vous interromps, excusez-moi, la conversation est passionnante, mais ça se heurte au travail qui est fait, même chez nous, de parler d'identité, de souveraineté nationale, de se replier sur soi-même. Alors, pour se protéger. On y reviendra, mais parce que vous m'avez posé une question sur les autres extrêmes. Donc, sur d'autres positions qui ne sont pas conformes à nos valeurs. C'est ce qu'on appelle l'essentialisation de l'individu. Vous avez des visions de la société qui consistent à dire que l'homme est défini, a une identité de naissance, en quelque sorte, liée à sa religion, liée à sa couleur de peau, liée au lieu où il est né, et qu'il reste enfermé dans cette identité toute sa vie. Nous, notre conception, c'est l'inverse, c'est l'émancipation, c'est permettre
à l'homme émancipé, avec un grand H, l'homme, la femme émancipée, de choisir son destin librement, de prendre en main son destin. Et pour cela, eh bien, il ne faut pas qu'il y ait des préjugés. Il faut pas qu'il y ait des préjugés. Donc c'est vrai que d'autres courants de pensée qui viendraient à définir l'homme selon une identité, comme je viens de le dire, liée à la religion, sa couleur de peau ou ses origines, eh bien, ce n'est pas conforme à nos valeurs et donc il ne serait pas recruté. Voilà. Voilà, effectivement, un rappel de précepte, je me permets de le dire, un rappel de précepte, parce que je veux être bien sûr qu'il soit bien appliqué tout le temps et partout. Bien C'est sûr. un rappel de précepte important pour celles et ceux qui nous écoutent. Je vais vous demander de remettre le casque. On a donc deux auditrices qui souhaitent intervenir et vous interpeller très certainement. Bonjour Caroline. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, on vous entend. J'enlève l'eau. On vous entend très C'est bien. bien. Oui. Pareil, hein, voilà. Bonjour à l'invité, oui. Bonjour. C'est pas la première fois. Je suis très passionnée par ce sujet-là. Mais, je sais pas, j'ai du mal de comprendre que vous refusez de dire que vous dirigez le monde. Pourquoi la plupart des hommes politiques, même là, ils sont tous, je crois, dans la franc-maçonnerie. Et j'ai su par deux hommes politiques que quand ils ont été élus, ils ont été contactés par la franc-maçonnerie pour qu'ils puissent les intégrer. Ils ne l'étaient pas. J'ai du mal de comprendre que vous ne dirigez pas le monde, parce que vous êtes tous, ils sont tous des francs-maçons, et en même temps, c'est les mêmes idées, et on voit bien que le monde va mal. Moi, je pense que, bon, vous êtes contre le nationalisme, c'est ça, la préférence nationale, mais vous empêchez d'agir correctement. Le monde va très mal. Moi, je dis que c'est la franc-maçonnerie qui dirige le monde, et bien mal en plus. Et je sais bien que vous êtes dirigé, vous, par d'autres personnes. Je n'ouvrais pas les plus neufs. Vous comprenez ce que je veux vous dire. Je vous écoute. Ah, bah nous, on l'a pas compris. Enfin, moi, j'ai pas compris, Caroline. Mais enfin, j'espère que le grand maître a compris également et qu'il vous répondra. On a noté votre question, on va vous y répondre. Hein. Je l'ai même noté par écrit, parce qu'effectivement, on a tendance à les oublier. J'ai tendance à les oublier après. Donc, on a ensuite Audrey qui voudrait intervenir. Oui, bonjour Audrey. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à l'invité. Bonjour. Alors moi, je suis heureuse d'entendre le positionnement, en tout cas la force que vous mettez aux valeurs que vous défendez, parce que justement, l'auditrice dit que le monde va mal. Le monde va mal parce que justement, on oublie les valeurs. On oublie de défendre ses propres valeurs, et donc comme on ne défend pas les valeurs, on se tourne vers toutes sortes d'idéologies sans vraiment comprendre l'impact que ça peut avoir sur la société. Et c'est pour ça que le monde va mal. Mais par contre, j'aurais aimé savoir si vous avez toujours autant d'influence, pour continuer sur la question de l'auditrice précédente, si vous avez toujours autant d'influence au niveau politique et économique aussi, hein, et surtout, est-ce qu'il y a un renouvellement de vos, je ne sais pas si vous dites adhérents, dans votre organisation? Oui, membre. Pardon? Oui, membre du Grand Orient, oui. Membres, voilà. Est-ce qu'il y a un renouvellement des membres au niveau de la Guyane, du territoire de la Guyane? Ou est-ce qu'il y a une diminution des membres? Voilà. Merci Audrey de ces questions. Hein. Vous voyez que nos auditrices semblent... Alors, on a effectivement, hein, vous y reviendrez peut-être, toujours cette notion. Franc-maçonnerie égale gouvernement du monde. Influence, c'est ce que... Alors, gouvernement du monde, c'est Caroline qui le dit. Question, avez-vous toujours gardez-vous la même influence? Influence, ça c'est Audrey qui en parle. Et après, donc, je vais vous laisser y répondre. La deuxième point, alors, Caroline nous dit, en plus, c'est non seulement volontaire, mais vous recrutez les politiques une fois qu'ils ont été élus. Ça, c'est vous le direz. Et puis, donc, après, on parlera, puis c'est là aussi, on parle de renouvellement donc, des membres, renouvellement des membres, donc, notamment en Guyane. Quelle est la tendance à date d'aujourd'hui? Je vous en prie. Alors, pour répondre à Caroline, non. La franc-maçonnerie et le Grand Orient de France ne dirigent pas le monde. J'allais dire que si c'était vrai, si on dirigeait le monde, j'ose espérer que le monde se porte mieux, et je montrerai tout à l'heure qu'effectivement, les valeurs que nous défendons, eh bien, si elles étaient davantage
davantage mises en œuvre, eh bien peut-être que le monde se porterait mieux. Non, il n'y a pas de collusion, je le dis très clair, il n'y a aucune collusion entre le Grand Orient de France et aucun homme, aucun parti politique. Ça, c'est clair, ça doit être dit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une histoire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une histoire, Ouais. qu'il n'y a pas des sensibilités. Il n'y a pas des sensibilités. Si vous voulez me dire que le Grand Orient de France est historiquement plutôt, comme on disait, à gauche, oui, le Grand Orient de France est plutôt historiquement à gauche. Que d'autres obédiences sont plus conservatrices, oui, mais c'est aussi la diversité. Aujourd'hui, sur nos colonnes, comme on dit, dans nos ateliers, il y a une diversité des opinions politiques, mais évidemment qui exclut ceux et celles qui ne partagent pas nos valeurs. Là, Je me permets de vous dire, excusez-moi, la question me brûle la langue. On va rentrer en période électorale, alors que ce soit pour les prochaines municipales, voire la prochaine présidentielle, les candidats potentiels, à condition évidemment qu'ils ne soient pas du Rassemblement national, les candidats ont-ils intérêt à venir vous voir? alors, Est-ce que vous les recevez d'ailleurs? Alors, plusieurs points. Je crois que c'est très important de bien préciser que le Grand Orient de France ne va pas donner de consignes de vote. Ça, D'accord. c'est important. Ne va pas donner de consignes de vote. Pourquoi? Parce que nous cherchons à construire l'homme émancipé, celui ou celle qui va donc pouvoir librement, dans l'isoloir, faire son choix. Et ça serait un peu contradictoire de venir lui dire pour qui il doit voter. Par contre, ce que l'on fera et ce que l'on fait déjà aujourd'hui, c'est de rappeler nos valeurs, c'est de rappeler la nécessité absolue de mettre en place ces valeurs humanistes et universalistes, y compris de manière concrète. Parce que, je reviendrai là-dessus, nous avons vocation aussi à changer la société. Et pour rester sur la question politique, mais il y a encore un autre aspect chez Caroline auquel je veux répondre, pour rester sur la politique, je résume d'une manière très simple. Nous ne faisons pas de politique partisane. Par contre, nous faisons de la politique, avec un grand P. La politique au sens organisation de la cité. Et je prends un exemple précis, un plan d'urbanisme conçu en faisant référence à des valeurs humanistes et universalistes n'est pas le même qu'un plan d'urbanisme qui ne fait pas référence à ces valeurs. Il y a une application concrète. Pourquoi? Parce que le plan d'urbanisme, c'est le rapport à l'autre. C'est comment on vit ensemble en société. Et bien, avec des valeurs humanistes et universalistes, on voit que l'espace n'est pas organisé de la même façon. Partage de l'espace. Mon propos n'est pas que philosophique, il est aussi pratique. Parce que la vocation du Grand Orient de France, c'est changer l'homme, c'est ce travail initiatique sur soi-même que chaque frère, chaque sœur fait dans l'atelier, mais c'est aussi changer la société, c'est-à-dire porter les vérités acquises dans le temple, les répandre dans la société pour que celle-ci soit meilleure. Alors là où je suis d'accord avec Caroline, c'est quand elle dit le monde va mal. Oui, ça, je peux, Caroline, partager votre avis. Le monde va mal, et on aura peut-être l'occasion de le détailler tout à l'heure, tout de suite même. Mais juste la question très précise d'Audrey, la situation actuelle en termes de fréquentation, d'augmentation des loges de Guyane, dans quelle situation sont-elles? Est-ce que ce sont des loges qui sont dynamiques, qui croissent? Est-ce qu'il y a de la place pour une 7e loge? Alors, exactement, on voit que vous êtes bien informé. Il y a de la place pour une 7e loge, ne serait-ce que parce que la Guyane est en pleine croissance démographique. Il y a vraiment des potentialités, on y reviendra sûrement, des potentialités économiques qui font que, oui, c'est vrai, certainement du côté de Saint-Laurent-du-Maroni, une 7e loge pourra s'ouvrir. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, on a tous subi les effets de la crise sanitaire. Partout sur le territoire national, et on a eu une diminution des effectifs. Ce n'est qu'en 2024 que ça s'est à peu près stabilisé et ça commence à remonter. Les candidatures spontanées, ils sont aussi pour... On l'aura retenu, effectivement. Ils sont aussi pour quelque chose. Et puis, j'insiste, puisque nous avons eu deux femmes qui ont posé des questions, notamment de la part des femmes qui frappent nombreuses
à la porte du temple et qui souhaitent venir partager avec nous cette réflexion. Alors en Guyane, on a la même chose, il y a eu aussi une baisse des effectifs. Il y a une baisse des effectifs, ça s'est stabilisé, et là on voit qu'il y a une reprise. Franchement, l'action de ces 6 loges a été vraiment extraordinaire, puisqu'il y a eu plus de 200 personnes qui ont assisté à cette conférence sur l'histoire de la franc-maçonnerie en Guyane, qui est aussi ancienne que dans le territoire hexagonal. Et on a eu également hier soir une tenue où il y avait de très nombreux frères et sœurs. Donc la franc-maçonnerie guyanaise au Grand Orient de France est très vivante et en croissance. Très bien, très bien. Alors venons-en effectivement à cette deuxième partie un peu d'émission, en vous rappelant que vous pouvez nous appeler 05 94 36 36 06. Et moi, je voudrais avoir effectivement, vous en avez déjà pas mal parlé, le regard. Quel est le regard du Grand Orient, le regard de manière générale de la franc-maçonnerie sur la situation du monde? J'avais préparé un petit topo, vous dire qu'à date d'aujourd'hui, effectivement, ce qui m'embête, c'est où est la place de l'humanisme, de la spiritualité globale que vous évoquez. Est-ce que face à ça, face à ce qu'on entend dans le monde, est-ce que la philosophie maçonnique est en régression? Alors, ce qui est sûr, c'est que le monde que nous connaissons aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le monde de l'an 2000, encore moins de celui de 1975 et celui de 1945. Bref, la nouvelle géopolitique est là. Nous sommes, non seulement la nouvelle géopolitique est là, mais surtout, ce qui m'apparaît fondamental, et on n'est pas très loin du Venezuela, les règles du jeu international sont clairement contestées, remises en cause, ces règles telles qu'elles sont définies dans la Charte des Nations Unies. Bien. On a fait un énorme pas en arrière. On est revenu à l'époque où c'est la loi du plus fort qui s'impose. Le multilatéralisme, c'est-à-dire une organisation apaisée des relations internationales pour partager des défis communs, le défi du réchauffement climatique, par exemple, le défi de la dissémination nucléaire. Pour partager ces défis, il faut qu'on s'entende. Il faut à travers des institutions internationales. Aujourd'hui, notamment du fait de la politique américaine, il y a une remise en cause, une contestation absolue des règles. Et ces tensions qui restent encore à analyser, est-ce que c'est le retour des empires? Est-ce que c'est un nouveau partage du monde? Laissons les spécialistes analyser les choses. Ce qui est sûr, c'est que ça nous montre que plus que jamais, nous avons besoin d'une franc-maçonnerie active. Car enfin, c'est clair qu'à la fin des fins, c'est le diplomate qui l'emporte sur le militaire. Et donc, il faut réduire le temps où le militaire s'exprime pour que le diplomate revienne très vite à la table des négociations. C'est ainsi. Nous sommes près de 9 milliards sur cette planète. Nous vivons ensemble sur cette même planète. Il n'y a pas d'autre solution que le dialogue, le partage des intérêts bien compris des uns et des autres. Toutes les revendications vues de son auteur sont légitimes, bien entendu. Mais si elles consistent simplement à écraser l'autre, à nier son existence, à nier ce qu'il souhaite, eh bien, ça, c'est source de tension et donc, à la fin, c'est source de guerre. Il y a eu 2 guerres mondiales au XXe siècle. Et pourquoi il y a eu deux guerres mondiales? Parce que, justement, les relations internationales étaient fondées sur des relations bilatérales et il n'y avait pas de conception globale. Pourquoi nos anciens ont signé la Charte des Nations Unies? Parce qu'ils se sont dit quand même 2 guerres mondiales en un demi-siècle, on peut peut-être essayer de faire autrement. Et là, on est en train d'essayer de nous faire revenir à la première moitié du XXe siècle. Non. Et donc la franc-maçonnerie, là, elle est par sa philosophie qui vise à rassembler ce qui est épars. Non pas être d'accord sur tout, mais même avec des opinions différentes, à trouver le juste milieu, à trouver, comme on dit en bon français, le deal win-win, gagnant-gagnant. Mais oui, il n'y a pas d'autre solution. Je vous entends, mais effectivement, et je pense qu'effectivement beaucoup d'entre nous partageons cette analyse que vous avez de la situation du monde actuellement. Alors, quant à son origine,
et aux solutions pour y remédier. Peut-être que là, les pistes divergent. Parce qu'en termes d'origine, moi, je voudrais juste vous dire quand même, il y a quand même une certaine responsabilité de la société occidentale, puisqu'on parle du monde. Je rappelle qu'on parle du monde. C'est assez amusant d'entendre parler du monde et de n'entendre parler que des empires américains, russes et chinois, comme si le reste du monde n'existait pas. Et nous sommes, nous, alors oui, Trump a dit que nous sommes dans l'empire américain. Bon, en tous les cas, je pense aux Africains, je pense à tout le Sud. Donc, moi, la question que je voulais vous poser un petit peu, dans les solutions de demain, que vous pourriez avancer ou que vous prenez à date d'aujourd'hui dans les discussions libres, puisque chez vous tout est ouvert, j'aimerais bien que vous nous en dictiez une ou deux, mais avant, encore une fois, priorité à nos auditeurs, on remet le casque et on a Harry qui voudrait intervenir. Bonjour Harry. Oui, bonjour messieurs, c'est Harry Hotbourg. Bonjour Harry. Alors, oui, j'écoute le grand maître avec grand intérêt. Je ne veux pas agresser, surtout pas. Hein. Je suis respectueux, mais donner une opinion. Et il y a quelques années, j'avais assisté à une conférence avec un grand maître, je ne sais pas si c'était lui ou un de ses prédécesseurs, dans l'amphithéâtre de la Chambre de commerce à Cayenne. Il y a quelques années. C'était... Quand on dit quelques années, ça passe tellement vite, peut-être que c'était même avant Covid. L'amphi était blindé, il y avait plein de monde, et ils nous ont parlé des principes de la franc-maçonnerie, humanisme, paix, tout ça, et ce qu'on appelle aujourd'hui développement personnel, mais travail sur soi. Et là, ce que j'entends aujourd'hui, moi aussi j'entends tous les bons préceptes qu'il met en avant, d'harmonie, de l'humanité, tout ça, je signerai tout de suite. Mais je ne vais pas le faire. Ça fait plus de 20 ans. Un ami m'avait abordé pour intégrer la loge. Mais bon, ma mère étant de la vieille école où la franc-maçonnerie c'était Vadoré pour Satanas. Ça vous empêchait d'aller à l'église. Ça vous empêchait d'aller à l'église, Harry, c'est ça? Non, mais j'en ai parlé à ma mère. Elle m'a dit ouais, non, je suis très sceptique. Parle-en à l'évêque. À l'évêque? Et à l'époque, c'était monseigneur Louis Sankharé. Oula, il a et pas je dû... suis allé le voir. Il m'a dit même s'il y en a qui trichent, il y a de grands noms de la politique ici qui trichent, mais pour nous, même si c'est une obédience, c'est une société spirituelle, c'est pas officiellement une religion, mais le catholicisme n'est pas compatible avec la franc-maçonnerie. D'accord. Donc ça, c'est citation de Louis Sankharé, ça remonte à il y a 20 ans. Voilà, plus de 20 ans. Il m'a dit non, c'est pas tu fais ce que tu veux, mais moi je te dis non. Et j'ai suivi ça. Et ma question pour le grand maître, c'est que vous avez tous ces grands principes de la bienveillance, de l'harmonie humaine, et pourtant, de vos rangs sont issus un certain nombre de responsables politiques, sujet, vous savez, qui m'intéresse, Jean-Paul Le Pelletier, mais tous ces gens issus de chez vous, francs-maçons aux responsabilités, quand on voit leur éthique plus que douteuse, les magouilles, les copains d'abord, par intérêt général en premier, quelle est votre crédibilité? Merci beaucoup, j'en ai terminé. D'accord, merci. On a noté la question, on va y répondre tout à l'heure. On a Audrey également qui voulait intervenir. Audrey? Oui, bonjour Audrey. Oui, je souhaitais revenir. Oui, en fait, j'aurais voulu... Oui, je voulais savoir si l'organisation, existe dans les autres pays frontaliers à la Guyane. Et si oui, est-ce qu'il existe des interactions pour dynamiser justement toute la pensée que défend cette organisation-là pour rendre le monde un peu mieux en fait. Voilà. Merci de cette excellente question, Audrey. Alors on prend tout de suite
Guéguette, on va prendre Guéguette au téléphone. Guéguette, c'est à vous. Bonjour Polo. Bonjour. Bonjour le grand maître. Bonjour. Malheureusement, il y avait du monde chez moi. J'ai pas pu je vous ai pris au début, lorsque M. Compère a appelé, et puis après. Me connaissant un petit peu, puisque mon grand-père était président de la Grande Loge de Guyane. J'avais ses livres et tout. Il y avait le compas, il y avait tout à la maison. Monsieur, avec le respect que j'ai pour vous, dans le temps de mon grand-père et même dans le temps des années 70, un logis était respecté. Il y avait une enquête qui était menée. C'est pas n'importe qui rentrait dans, surtout la grande loge. Je ne parle pas des petites loges. Enfin, dans mon vocabulaire, j'appelle ça les petites loges. Allez-y. Il y a quelques années, une dame, une amie à moi qui nous a quittés malheureusement, une grande dame, voulait me parrainer pour entrer dans la grande loge, pas les petites loges comiques là. Hein. Et quand je suis allée, parce qu'il y avait eu une de vos sœurs qui était venue en Guyane, une métropolitaine, c'était le parrainage. Je ne me rappelle même plus où qu'on était réunis ce jour-là. En ce temps, il n'y avait que 30 femmes. Et bien sûr, ce n'était pas n'importe qui était là. J'ai pu les voir. Je tirais leur nom. Moi, je trouvais que c'est comme une association. Ces gens-là que j'ai vus avaient du respect. Moi, je n'ai pas trouvé ma place. Elle était déçue, cette grande dame qui nous a quittés. En sortant, elle me dit, Guéguette, j'ai vu que ça ne t'intéresse pas. J'ai dit non. Elle m'a dit, je vois, tu préfères l'association Femmes d'Ibout. Je me dis, oui, je suis une femme de terrain. Je ne me vois pas. Je ne me voyais pas là. Et puis, je vais dire franchement, parce que je suis quelqu'un qui est très franche, Polo, je ne suis pas une intellectuelle. Je sais rester à ma place. Je me retrouvais pas. C'était, tu sais, des intellectuels qui étaient là, des gens bien placés. Bah ouais, ça, vous t'es venir chercher là. Tu comprends, Polo? Bon, Guéguette. Donc, j'ai préféré rester dans l'association Femmes d'Ibout, que j'ai fait plus de 25 ans. Mais il y avait des intellectuels et des bien placés aussi chez Femmes d'Ibout. Hein. Moi, je m'en souviens. Mais bien sûr, oui, mais c'est pas pareil. C'était pas pareil. C'est vrai que l'accent Maintenant, était sur le monsieur, terrain. c'est pour... Allez, la Maintenant, question. je m'adresse à vous. Oui. N'importe qui est logien maintenant, monsieur. Des gens que je dis, mais mon Dieu, c'est pas possible. Ce gars-là est logien. Et souvent, monsieur, maître, excusez-moi, certaines personnes rentrent dans cette loge pour couvrir certaines choses qu'ils font qui ne sont pas bien. Il faudrait que vous revoyiez cette loge parce que n'importe qui ne rentrait pas dans cette grande loge. Merci, monsieur. Merci, Guéguette, de ces témoignages et puis de ces appréciations sur lesquelles j'imagine vous allez revenir. Je ne sais pas si vous avez bien tout noté. De l'intervention d'Harry, moi j'ai noté deux choses. Une question importante, mais effectivement, où en sont les relations entre les loges maçonniques de manière générale et le Grand Orient de France en particulier et la religion catholique. C'est important ça. Et ensuite, par rapport à ce qui a été dit, mais on peut revenir, c'est oui, sur les excès éventuellement de certains logiens apparemment. Alors déjà, il faut savoir qu'ils sont logiens et savoir que c'est eux qui ont fait les excès. Bon, moi je vais poser la question d'une autre manière. Peut-on être exclu d'une loge maçonnique? Voilà, on prend ces deux premières. On peut prendre ces deux premières questions, effectivement, pour répondre, Harry, sur les rapports avec la religion. C'est vrai que, historiquement, en 1738, le pape de l'époque a émis une bulle papale, une bulle d'excommunication de tous ceux qui entrent en franc-maçonnerie. Alors aujourd'hui, le débat ne se pose plus du tout en ces termes. Je l'ai dit d'emblée, nous sommes une association où il n'y a pas de dogme religieux qui intervient dans nos valeurs.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, par rapport à la franc-maçonnerie anglo-saxonne, Oui. nous n'avons pas à dire, nous n'avons pas à déclarer, à prêter serment, Voilà. à prêter serment sur la Bible. Voilà. Nous Mhm. n'avons pas à prêter serment sur la Bible et dire que l'on croit en Dieu. Par contre, et ça c'est très très important, parmi les frères et les sœurs du Grand Orient de France, il y a des catholiques, des juifs, des musulmans, des protestants, et il y a aussi des athées qui ne croient pas. Nous considérons que la religion est du domaine de la sphère privée. De la sphère privée, ça c'est très clair. Et nous défendons aussi la laïcité. Là, je veux quand Oui, même, oui, ouais, c'est voilà, vrai, j'ai vu voilà, la laïcité, un terme tellement galvaudé voilà. Alors par là les discours. aussi, je l'utilise parce qu'on fait référence à la religion et je fais référence à cette loi qui, pour des raisons historiques, ne s'applique pas ici en Guyane, cette fameuse loi de 1905, qui est la séparation des églises et de l'État. Elle a connu une petite évolution, hein, Oui, par tout à fait. décret, mais Voilà, bon, une petite évolution, mais sur le principe de la loi, ça consiste à dire, cette loi, que aucune église ne doit pouvoir influencer la décision publique. Et la contrepartie, c'est que l'État garantit la liberté de culte. Voilà. Ça, c'est vraiment très important. Et la laïcité, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est l'ADN du Grand Orient de Grand Orient de France. Mais vous vous désolez pas quelquefois des largesses que prennent, alors dans un sens ou dans l'autre, hein, moi je rentre pas dans le débat encore une fois politique. Enfin, je pense par exemple ces discussions sur le voile, ces discussions ailleurs sur les signes distinctifs. Pensez pas que quelquefois la laïcité a bon dos? Alors, là encore, au Grand Orient de France, ce sont d'abord les lois de la République que l'on respecte. Hmm. En ce qui concerne, vous faites référence à la loi de 2004 sur Oui. les signes religieux ostentatoires qui ne peuvent pas être portés à l'école, qui ne peuvent pas être portés dans les services publics, où il ne faut pas que, disons, notamment à l'école, au moment de la formation de cet esprit critique, la formation de cet homme ou de cette femme émancipée, il y ait des dogmes religieux qui interviennent. Et c'est vrai que les signes ostentatoires peuvent influencer. De même pour les services publics. Pour les services publics, eh bien, les services publics sont là pour recevoir tout le monde et le fonctionnaire ne doit pas afficher ses opinions, ses croyances religieuses. Je crois que c'est en fait une loi, la laïcité, c'est un principe de liberté, et notamment cette fameuse liberté absolue de conscience. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un de nos principes fondamentaux. Et cette liberté absolue de conscience, c'est l'émancipation de l'homme qui choisit son destin. Hmm. C'est une loi de liberté. Chacun, ensuite, est libre de croire ou de ne pas croire. Ça, c'est vraiment important. C'est la base du fameux vivre ensemble dont tout le monde parle et que peu effectivement pratique. Voilà. Alors après, toujours la même chose. Après, il faut l'appliquer, il faut le faire vivre. Alors, sur l'exemplarité, oui. Alors, quand on dit un franc-maçon qui fait de la politique a été pris, alors comment on dit, la main dans le sac. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est un politique qui, par ailleurs, peut être franc-maçon, qui a été pris la main dans le sac. Faut quand même, il faut pas considérer que on est franc-maçon, on devient politique. Non, il y a des politiques qui sont francs-maçons, mais ils sont d'abord politiques. On est en démocratie. Ils ont un programme. Ils ont la légitimité de l'élection s'ils sont élus. Alors, si vous voulez me dire qu'il y a des francs-maçons qui ne sont pas parfaits, oui, je confesse que les francs-maçons ne sont pas tous parfaits et que parfois, ils ne sont pas suffisamment exemplaires. Mais heureusement, comme dans toute association qui regroupe quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes, comme d'ailleurs dans le monde politique, globalement, tout le monde est honnête. Bon, on s'en serait douté, et puis Voilà. on vous remercie, globalement, tout le monde est honnête. Ok, on le retiendra. Une question intéressante qui a été posée par Audrey, qui est revenue pour nous la poser, sur le côté international. Oui. C'est vrai que c'est une question. Est-ce que le Grand Orient de France, parlons de ça, est présent chez nos voisins, Brésil, Suriname Alors, le Grand Orient de France est présent à 108 loges à l'étranger. À 108 loges à l'étranger, donc par rapport aux 1400. Et il est présent beaucoup en Europe.
il est présent beaucoup en Afrique, il est présent, si je prends assez peu en Asie, et un peu Amérique du Nord, un peu Amérique du Nord. Alors, je n'ai pas mentionné l'Amérique du Sud. Voilà, Nous sommes ici en Amérique du Sud, où la franc-maçonnerie est très importante. La franc-maçonnerie est très importante et nous avons de nombreuses relations avec les obédiences qui sont présentes dans ces différents pays. Nous avons, je dirais, comme dans les relations entre les États, des traités. Alors avec toute une gamme de traités, d'abord des échanges d'informations administratives, et puis ensuite des traités qui nous permettent des traités qui nous permettent de nous rendre visite, et puis encore un peu plus loin, on peut avoir la double appartenance. Bref, il y a toute une gradation, des relations. On s'efforce, avant de signer un traité avec une obédience, on s'efforce de vérifier, bien sûr, que cette obédience partage nos valeurs. Et on a mis en place, il y a maintenant 18 mois, ce qu'on appelle l'Union maçonnique libérale internationale. L'Union maçonnique libérale internationale, libérale au sens liberté publique, qui vise en fait à rassembler toutes ces obédiences qui partagent les mêmes valeurs, qui peut-être dans la pratique, parce que liées à l'histoire, à la culture, sont un peu différentes, qui partagent ces mêmes valeurs humanistes et universalistes, de les rassembler dans une organisation informelle, parce que parfois on passe beaucoup de temps à élire le président, le trésorier, bref, les luttes de pouvoir, une organisation informelle qui vise à concrètement montrer à l'opinion publique ce que nous pouvons faire. On va prendre un exemple. Par exemple, il y a eu le thème des violences faites aux femmes et aux enfants. Oui. Eh bien, plusieurs obédiences, alors les obédiences européennes, ont décidé de mettre en avant ce thème et ils ont organisé des expositions, des rencontres, des conférences, pardon, des rencontres, et ça a été labellisé Union maçonnique libérale internationale. Le même thème a été valorisé dans plusieurs pays. Ça montre que finalement, et j'ai présidé plusieurs réunions, on est actuellement une trentaine d'obédiences qui sont rassemblées dans cette Union maçonnique libérale internationale. Il y a une vraie volonté, et ça paraît très très important, et ça répond vraiment à la question d'Audrey, une volonté de ces obédiences de travailler ensemble. L'idée qu'il y ait une sorte de péril commun, eh bien, oblige ces obédiences à partager une volonté de lutter contre ce péril. Alors, pour tenter de répondre encore plus à la question d'Audrey, est-ce que cet objectif, et en ont-elles les moyens, est-ce que cet objectif s'applique aux loges guyanaises, aux 6, bientôt 7 loges guyanaises? Est-ce qu'elles ont comme objectif de s'ouvrir sur le Suriname et sur le Brésil? Alors là, juste un point de vocabulaire. Quand je parle de relations et de traités, c'est d'obédience à obédience. Donc, c'est le Grand Orient de France qui signe un traité avec ça ne redescend pas vers les loges? Alors, c'est-à-dire que, si, bien sûr, puisque ce sont dans les loges que le travail se fait. Donc, concrètement, si on a un traité d'alliance avec une obédience étrangère et que des frères et des sœurs de cette obédience viennent en visite dans nos loges, bien entendu, ils sont reçus. Voilà. Mais la politique internationale, ça se fait au niveau de l'obédience et pas au niveau de la loge. D'accord, message bien reçu. On va reprendre. Monsieur Compère est revenu auprès de nous. Hein. Nos auditeurs sont fidèles aujourd'hui. Monsieur Compère, vous avez eu réponse à votre question? Oui, tout à fait. L'émission est très intéressante et je voudrais, n'est-ce pas, revenir sur l'intervention de Guéguette que j'ai trouvée très intéressante. Guéguette a parlé avec son cœur. Elle a dit des choses, n'est-ce pas, qui sont très probablement vraies. Mais à ce propos, je voudrais dire, sans me substituer au grand maître, à travers les propos du grand maître, j'ai cru comprendre que la franc-maçonnerie permet de lutter contre l'obscurantisme, contre le fanatisme. Et ce sont des rebelles qui sclérosent l'homme, qui sclérosent l'humanité. Et étant donné que le perfectionnement doit se faire en loge, lorsque l'homme va s'améliorer, il va améliorer la société. Et je crois que c'est son but.
Les saints sont aux cieux, les hommes parfaits sont aux cieux. Nous sommes sur terre avec nos défauts, nos imperfections, et la franc-maçonnerie, vraisemblablement, selon les propos du grand maître, selon l'esprit de ce qu'il dit, la franc-maçonnerie permet d'extirper de l'homme les vices et mettre à la place des vertus. Alors je crois que dans ce sens, Guéguette, dans un premier temps, a raison avec son intervention, et dans son second temps, les propos du grand maître nous laissent entendre qu'on est franc-maçon pour s'améliorer, afin d'améliorer la société. Très bien, merci Monsieur Compère de cette traduction, de cette pensée, la pensée du grand maître. On est ici sur la 2, je pense. On a Caroline. Allô? Allô? Oui, Caroline. Oui, je suis là, oui. Oui, allez-y. Excusez-moi, je voudrais juste savoir ce que pense la franc-maçonnerie de ce qui se passe actuellement, des actions que mène le président Trump. Puis deuxièmement, je voulais vous dire, mais j'ai constaté quand même que ce sont les francs-maçons qui tiennent les places, qui tiennent le monde de la finance, qui tiennent la santé. Même vous étiez au ministère de la Finance, monsieur. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous ne dirigez pas. Je me maintiens. D'accord, merci Caroline d'avoir appelé pour insister sur votre idée première. Alors, très, très rapidement, sur ce sujet, vous confirmez, en fait, soyons clairs. Oui. La maçonnerie est ouverte à toutes et à tous, selon les principes que vous avez dit. La maçonnerie est ouverte à tous et à toutes qui souhaitent partager ses valeurs humanistes et universalistes. Bon, voilà, après... tant mieux pour vous s'il y en a qui réussissent à l'intérieur. Mais je veux dire, et heureusement que dans la vie profane, dans la vie au-delà du temps, on a des frères et des sœurs qui réussissent. Mais franchement, Caroline, les frères et les sœurs qui réussissent, c'est pas parce qu'ils sont francs-maçons. Ils réussissent tout simplement par leur qualité, par leurs compétences. Et la franc-maçonnerie n'a strictement rien à voir là-dedans. Mais bon, voilà. L'autre question, toujours pareil de Caroline, comme ça, au moins, on lui aura répondu très précisément. Imaginons que Trump vienne frapper à la porte du Grand Orient. Est-ce qu'il remporterait le profil de Trump? Est-ce que, après enquête, vous l'accepteriez? Alors, je ne voudrais surtout pas me substituer aux frères et aux sœurs de la loge qui aurait la candidature du président des présidents des celle de Rémy, Exactement. Voilà. Donc là, les loges. Non, c'est intéressant quand même de noter. Les loges sont libres. Ce sont elles qui font le recrutement. Et on peut penser, compte tenu des pratiques, et pas seulement des pratiques, de la vision qu'a le président des États-Unis. La vision qu'il expose, en tous les cas. La vision qu'il expose, sa vision de la société, du rapport de force. Oui. On peut penser que les valeurs du président des États-Unis ne sont pas les nôtres. Alors, puisqu'on parle de valeurs et qu'on arrive vers la fin de cette émission, j'ai 2 questions à vous poser, il ne faut pas que je les oublie. Mais je voulais aussi savoir un petit peu quel est le positionnement du Grand Orient. Est-ce que, la question était, où se situent, pour employer vos termes, les lumières de demain? Le progrès technologique, l'intelligence artificielle, est-ce que ça prendra place de l'humanisme et de la spiritualité chez vous? Ou comment est-ce que vous intégrez tout ça un petit peu dans vos réflexions? Voilà. Le Grand Orient de France est pleinement impliqué dans la vie d'aujourd'hui. Donc, le progrès scientifique, la raison, le progrès scientifique, de ne considérer comme vérité que ce qui a été scientifiquement prouvé, cette démarche-là qui s'est développée depuis le XVIIIe siècle, nous continuons à la soutenir. Oui, le progrès et la science sont des valeurs qui doivent toujours guider notre action. Donc, Elon Musk ne vous fait pas peur? Alors, la question n'est pas le progrès technique, n'est pas le progrès scientifique. La question est comment on l'utilise et pour quelle finalité. Alors, pour Elon Musk, je réponds, il l'utilise très mal et pour des finalités qui ne sont pas les nôtres. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est pas la peine d'aller plus loin. Alors, on va prendre un exemple. On va prendre un exemple qui est celui de l'intelligence artificielle. Oui. Il est au centre de nos réflexions. Cette année, nous, on a un fil rouge, refonder le pacte social.
le premier chantier, c'est justement l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, notamment à travers l'intelligence artificielle générative, vous savez, ChatGPT, Oui. bon, on peut faire croire à une image qui ne correspond pas à la réalité, un son qui ne correspond pas à la réalité. Bref, avec On peut l'intelligence... créer des fausses vérités. Des fausses vérités. L'intelligence artificielle générative nous rend plus difficile la distinction du vrai et du faux. C'est terrible ce que je suis en train de dire. Donc, en quoi la franc-maçonnerie peut être utile ? Eh bien, nous, notre méthode, c'est celle du questionnement, c'est celle de la pratique du doute et surtout le développement de l'esprit critique. Le développement de l'esprit critique. C'est comment on va faire pour distinguer l'image vraie de l'image fausse. Il faudra bien la questionner. Et donc là, c'est un apprentissage. L'intelligence artificielle générative notamment, mais d'une manière générale, c'est une chance. Comme a été une chance la découverte de l'atome. Mais vous pouvez me dire, mais c'est pas vrai, l'atome, il y a eu Hiroshima et Nagasaki. Il y a eu bien d'autres Oui, utilisations. mais l'imagerie médicale, et voilà. Donc, je veux dire, on voit bien que là, c'est une question d'usage, d'utilisation, et c'est là où on comprend que nos valeurs humanistes, universalistes, pour l'intelligence artificielle, eh bien, c'est un progrès. Alors, une autre question qui concerne la jeunesse. Vous avez dit que vous attendez, vous voulez rajeunir, vous faites des appels. Les candidatures spontanées, ça va dans ce sens-là. Mais qu'est-ce que vous faites pour attirer les plus jeunes ? Parce que tous vos rites et tout ça, ça peut les éloigner, non ? Alors, ce qu'on voit dans les candidatures spontanées, c'est qu'il y a un besoin de spiritualité. Dans le monde bouleversé que nous connaissons, nous incarnons la stabilité. Et donc, il y a des jeunes qui viennent rechercher quelques repères qu'ils ont perdus dans un esprit de bienveillance et de non-jugement. Ils peuvent s'exprimer librement. Et donc, la jeunesse, nous devons être en phase avec la jeunesse puisque nous voulons transformer la société. Et c'est d'abord pour la jeunesse, puisque par définition, cette société se fera davantage avec eux. Voilà. Donc, je pense que la maçonnerie, pour un jeune, peut être une belle école. D'abord personnelle, de travail sur soi, et également, justement, de l'apprentissage de quoi ? De ces outils et de ces symboles. Nous disposons, comme vous le savez, d'outils et de symboles. Je vais en prendre deux. Oui, rappelez-les, j'aurais dû le faire plus tôt. Voilà. Oui, je vais en prendre deux qui sont, tout le monde connaît, l'équerre et le compas. Le compas, oui, voilà. Si on prend l'équerre, ça veut dire l'application stricte du droit. Et puis, le compas, selon que vous l'ouvrez plus ou moins, vous allez apprécier la situation en fonction d'une situation politique, historique, culturelle. Vous allez apprécier. Et le compas, il ne peut pas s'ouvrir totalement. Oui. Parce que pourquoi il ne peut pas s'ouvrir totalement ? Parce qu'il y a ces fameuses limites, les valeurs humanistes, universalistes. Et donc, il y a une appréciation à faire. Si on prend dans le monde profane, le juge, il a la loi. Et ensuite, avant de juger, il apprécie. Eh bien, en maçonnerie, on s'exerce à cela. D'accord. On utilise ces outils pour décrypter la complexité du monde et donc apporter une petite lumière à cette jeunesse parfois en désarroi. Bon, je dirais, n'oublions pas le compas, vous partez d'un point de départ, mais attention, si vous tournez trop, vous y retournez. Exactement. Vous y retournez. Bien, alors je voudrais vous remercier, le temps est trop court, je vais vous poser une question suite à votre contact Gabriel Serville sur l'aspiration à plus d'autonomie de la Guyane. Allez, c'est de la politique, on y reviendra. Je vous laisse le mot de la fin. Mais je peux dire un mot sur ces questions institutionnelles. Je crois que ce qui est très important, et notamment ici, mon contact avec les élus l'ont montré, c'est que les rapports entre le territoire guyanais et puis le national se fassent dans un esprit d'égalité. Dans un esprit d'égalité et pas on va dire, de donneur de leçons. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, il faut arriver à construire un projet commun. Et pour cela, il y a une méthode, c'est la co-construction. Dans un esprit d'égalité et de co-construction, je vais rencontrer certainement dans les semaines qui viennent la ministre des Outre-mer, Mme Naïma Mouchou. C'est le message que je porterai. Merci de ce mot de la fin qui, à mon avis, a dû ravir un certain nombre de responsables politiques locaux et de Guyanais. Mais encore une fois, la problématique du quotidien l'emporte souvent dans nos réflexions actuelles. Mais merci de ces mots. Donc, je rappelle, Pierre Bertinotti, vous êtes le grand maître du Grand Orient de France. Vous avez accordé plus d'1 heure d'entretien. On vous en remercie. Merci à vous.
Voilà, et à nos chers auditeurs et téléspectateurs, merci de vos interventions, merci de votre écoute. Et demain, on revient, nous on attend, on prend le temps dans le Grand Forum, on revient sur la grève des médecins, de la médecine libérale. On reçoit le président de l'URPS Médecine et le président du syndicat des médecins libéraux sur ce plateau. On attend d'eux les raisons de la grève, on les connaît, on attend d'eux surtout les solutions qu'eux ils attendent des pouvoirs publics. À demain.